Merci. Donc, je te remercie pour l'effort que vous avez fourni pour présenter votre travail. Normalement, il fallait peut-être prendre un peu de temps, un peu plus de temps, pour préparer cet exposé, parce que... Laisse-moi terminer d'abord. Je n'ai pas fini ma... Il fallait prendre un peu de temps, un peu plus de temps, pour préparer, pour bien présenter un travail, parce que vous avez fait un travail très très bien, beaucoup de résultats, mais... D'accord, donc la prochaine fois, Inch'Allah, si vous aurez l'occasion peut-être de présenter un travail, essayez de le faire d'une façon, je dirais, convenable. Alors, sans tarder, je passe la parole au professeur Brima pour commencer ce débat. Ou bien, d'accord, c'est la fin. Je suis un habitué d'amener, mais d'accord, professeur de l'Université de Constantinople pour commencer ce débat et nous honorer par ses remarques et ses questions. Merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens à vous remercier en tant que responsable du département et Monsieur le professeur Hamza pour l'invitation à participer à ce jury-là. Donc, c'était une occasion de revoir un peu les collègues et de discuter un peu de ce pouvoir-là, parce que c'est des occasions rares à l'année de l'ADEC. Donc, en ce qui concerne donc, la thèse, donc, je félicite la candidate pour avoir fait aboutir ce thème qui est d'actualité, parce qu'il regroupe la nanotechnologie qui est à la mode actuellement, et les nanofluides, c'est une partie de cette technologie donc, nouvelle, où beaucoup de laboratoires de recherche, d'institutions de recherche sont derrière. En même temps, les transferts de chaleur, comment leur amélioration, donc comment améliorer ces transferts de chaleur. Et le troisième point, c'est faire intervenir cette recherche, comment on appelle, l'état d'intelligence artificielle inspirée du cerveau humain, que vous décrivez très bien dans votre thèse, des milliards de cellules dans ce cerveau humain et comment ça fonctionne. Essayez un peu de comprendre comment fonctionne le mental avec. Et c'est suite à ça que des chercheurs ont mis au point des modèles, des trucs, etc. Donc, vous êtes impliqué dans cette voie-là. Et j'ai trouvé votre thèse d'un côté avec un bon français, elle est bien rédigée, bien structurée, facile à lire, pédagogiquement une suite logique avec des résultats. Mais c'est un thème compliqué, complexe. Personnellement, j'ai eu des difficultés. Des fois, des passages, je les vois, je les relis, je vois un peu pour essayer de comprendre donc, ce qui se passe, ce que vous avez fait, etc. Alors, les questions seraient d'ordre beaucoup plus des questionnements comme ça pour essayer de comprendre ce thème-là. D'accord. Donc, alors vous avez abordé donc, ce nanofluide, comme vous l'avez bien défini. Donc, c'est à la base, vous avez un fluide caloporteur de base et vous injectez donc des particules oxydométalliques, donc comme l'oxyde d'aluminium, de cuivre, etc., qui eux fixent la chaleur mieux que l'eau. Donc en pensant avec ça, on peut améliorer les transferts. D'accord. Vous allez donc, quelle est la concentration la meilleure qui vous donne le meilleur résultat? Ça, c'est la question. Donc, d'un côté, de l'autre côté, vous avez, en injectant des particules, donc le transport, il devient un peu lourd. Vous avez de l'autre côté la viscosité. Il faut que l'écoulement soit facile. Donc, vous avez un compromis entre garder la viscosité acceptable et injecter donc des particules pour améliorer le HADAC. Mais il ne faut pas trop injecter
parce que si on injecte beaucoup, on s'écarte de la propriété d'un fluide newtonien que vous utilisez dans vos trucs. Donc vous citez qu'il faut que la concentration ne dépasse pas entre 1%, 2%. D'accord? Bon, des exemples que j'ai lus là, que vous citez. 4%. Ceci d'un côté, de l'autre côté, alors ces particules-là, il faut que ce soit des particules très très fines, qui ne dépassent pas, comme vous l'avez dit dans votre exposé, 100 nanométriques. Au-delà, c'est plus nano, donc il faut que ça soit petit. Alors lorsque c'est petit, là, vous parlez de forme, de taille. Donc on a parlé de la taille, la forme. Alors à cette échelle-là, vous parlez de particules sphériques, particules allongées, particules en tant que génie des procédés, sur le plan expérimental, comment on arrive à avoir ces particules-là. Vous citez des exemples, j'ai lu, il n'y a pas de vaporisation, pas de truc, etc. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez fait des essais, comme le labo, des gens qui fabriquent, parce que là-bas à Constantine, j'ai vu, on m'a montré, au niveau de l'Institut de physique, des nanoparticules. Donc des trucs qu'on arrive à fabriquer. J'ai posé la question à un chimiste là. Comment vous arrivez à avoir des particules sphériques ellipsées par collision, frottement jusqu'à ce qu'on obtienne des formes un peu. Mais l'essentiel de côté, c'est en parlant de ça. L'exposé, j'ai noté que vous parlez du Covid. Alors, quelle est la relation entre Covid, comment interviennent la nanotechnologie et le Covid d'ailleurs? C'est de façon indirecte. J'ai lu ça, j'ai lu un peu à Bella. Ils font l'encapsulation. C'est le truc qu'ils injectent le sérum avec, on l'a fait avec le truc, avec le vaccin. Ils disent ils ne font pas l'encapsulation. Il va exploser dès le début qui est injecté, donc il ne va pas avoir son effet. Donc je ne sais pas si, est-ce que vous parlez de ça ou là non. Alors dans le cas, le mot apprentissage, vous l'avez cité vers la fin un peu, vous parlez d'apprentissage. Alors que tout le travail interne, c'est un travail d'apprentissage. Parce que qu'est-ce qu'on a? On dit, vous n'avez pas résolu des équations de transfert de chaleur. Vous avez des données et vous avez des sorties. Les sorties, c'est l'expérience. Par exemple, tu obtiens, tu formes un certain nanofluide. D'accord? À partir d'un dosage. Vous injectez, par exemple, des nanoparticules dans une solution, par exemple d'eau. Vous obtenez donc un nanofluide et avec des propriétés, disons, concentration, forme, taille, température de la solution, etc. Ça, c'est les facteurs d'un côté. De l'autre, vous avez le résultat, c'est-à-dire la conductivité thermique. Ça a obtenu l'expérience. Donc, quand il y a les sorties, le Y et tu les as pris, mais l'expérience. Oui. C'est une banque de données. Alors, qu'est-ce que vous faites? Connaissant les entrées, connaissant le truc, vous choisissez un taux et votre modèle, il vous fait l'apprentissage. Il compare, حتى يخرج لك le modèle. شغل كيما هذاك l'Excel هذاك. Il trace un nuage de points. On dit une courbe qui représente avec le nuage avec. Ça veut dire vous approchez le fitting, vous approchez une courbe de tendance. Une courbe de tendance qui représente avec le résultat avec. Et c'est le modèle vous avez la conductivité thermique qu'on obtient par expérience, et vous avez avec le dosage, par exemple, fixé, par exemple, enfin vous faites varier la concentration, vous obtenez donc avec les résultats avec à partir de l'expérience,
Quel est le modèle d'apprentissage? Il vous fait ça. C'est ça. Oui. Donc j'ai bien compris le. Ah, alors l'intérieur, c'est un algorithme qui fait ça. Alors c'est quel algorithme vous avez utilisé pour faire le travail? Parce que met l'Excel, vous choisissez, vous cliquez, vous avez quelle courbe de tendance linéaire ou la polynomiale ou la, par exemple, logarithmique, exponentielle, vous mettez soit une droite, soit une l'autre. Et cette courbe-là, sous forme de y en fonction de x, y c'est la sortie, c'est la conductivité thermique, x ou index c'est la concentration, la température, la taille, etc. Donc vous obtenez une courbe. Si vous vérifiez que c'est bon, à ce moment-là, le modèle tel qu'il est valable, tu sais n'importe quelle concentration, tu l'injectes, etc. D'accord? Alors, c'est quel logiciel vous avez utilisé? Tout logiciel. Le logiciel d'apprentissage. Le MATLAB. Le MATLAB. Ah, c'est des logiciels qui existent déjà à Qatar. Alors, ils ont des fonctions telles, etc. Et vous faites le. Le programme, c'est pas le bloc c'est pas déjà. Ils existent déjà. Non, vous avez ajusté le truc qui m'aide. Les fonctions, il y a un travail donc, numérique qui a été fait, etc. Donc, quand vous parlez de deux méthodes, qui m'a échappé un peu, le plan d'expérience, ou le réseau de neurones artificiels. Ou ce que j'ai compris. J'ai compris que le plan d'expérience, c'est la méthode pour réduire le nombre d'expériences. C'est-à-dire, au lieu d'aller, par exemple, de faire varier la concentration, la température, les trucs, etc., de ça, par exemple, de 1%, 2%, 3%, 4%, tu varies la date, tu fais la taille, tu fais varier la température, si tu multiplies tout ça, vous imaginez un peu le nombre d'expériences que vous allez faire. C'est tellement long, et tellement coûteux, et lourd, etc. Et le plan d'expérience est là, avec les limites. Par exemple, prenez la limite inférieure, 1%, vous l'appelez moins 1. Le maximum, par exemple, je ne sais pas, 4%, là, je vous l'appelez, par exemple, vous l'appelez plus 1. Et vous oubliez entre les deux. Donc, vous avez deux bornes. C'est pour ça que vous avez le 2 à la puissance 4. Et ainsi, le nombre d'expériences va être réduit. Le plan d'expérience, je ne sais pas assez. Alors, le deuxième, c'est un exemple que je cite, par exemple, l'électrolyse. Vous mesurez, par exemple, l'électricité, l'intensité. Alors, vous avez les électrodes, donc, par exemple, 3 types. Par exemple, cuivre, aluminium, titane, la haja. Vous avez la concentration de la solution que vous mettez, qui varie, par exemple, de 50% jusqu'à 100. Non, la température de la solution de 50 jusqu'à 100. Alors, ou la concentration, par exemple, 10%, ça va de 10% jusqu'à, par exemple, je ne sais pas combien. Alors, 50, température 50, vous mettez ça, c'est moins 1, 100%, c'est 1. Donc, vous voyez, au lieu de faire toutes les expériences, 50, 51, 52, on prend les bornes. Et ça réduit énormément le nombre de tests. Et c'est très important, ça. Donc, le plan d'expérience. Parce que c'était compliqué pour moi. J'ai les procédés, j'ai une mécanique des fluides, je vais trouver les fameuses équations qui me disent Moussa, oh, quelle belle thèse, il n'y a aucune équation, je suis très content. C'est vrai, il n'y a pas les. Mais il y a de l'autre côté, donc vraiment, un truc qui m'a fait un peu smart. Alors, dans le cas le développement de votre modèle, donc vous avez fait appel à l'intelligence artificielle, le réseau des neurones, donc ça m'a un peu servi pour comprendre un peu le cerveau, le truc qui est avec. C'est des impulsions, chaque neurone travaille indépendamment, etc., en parallèle. Et vous avez, par exemple, une décision que l'on prend. Donc, il y a des informations qui arrivent, tac, tac, chez l'être humain. On ramasse tout ça pour décider en tenant compte de tout ça.
Je te prête un exemple. Par exemple, vous lisez un texte tout en maintenant la régulation du cœur. Il y a une normale, la transpiration, le truc qui manque, etc. Tout ça, c'est géré par le cerveau. Ce n'est pas des données stockées, c'est des trucs qui manquent. Vous voyez, c'est un peu les chercheurs sont inspirés de là pour faire le truc. Donc, ça ne concerne pas uniquement le génie des procédés. J'ai vu des informaticiens travailler sur le Covid en utilisant cette approche-là, un tel apprentissage, etc. Alors, on a shift l'apprentissage technique. Vous avez utilisé un apprentissage artificiel avec une couche ou deux couches. Une couche. Et une couche. Chaque couche fait des neurones 15 à 20 neurones. Oui. Le cerveau, tu sais, il a plus de 100 milliards de neurones. Alors imaginez. Donc vous avez utilisé une seule couche pour développer votre modèle. Alors, le taux d'apprentissage, parce que qu'est-ce que vous faites? Vous avez des résultats de l'expérience maintenant, de la conductivité. Vous avez les données tech maintenant. Et vous laissez le programme comparer, chauffer maintenant. C'est le modèle qui vous donne le résultat. Il faut valider les résultats. Avec quoi? Avec le reste les données expérimentales que vous avez laissées. Par exemple, vous prenez 80 les données expérimentales que vous faites diriger l'apprentissage, ou il prend les 20% pour valider les résultats. Et je le taux 70%. 70%. Pour l'apprentissage. Alors, supposons que vous avez des données énormes. Est-ce que le réseau de neurones artificiels suffit? Oui. On a appliqué la méthode de réseau de neurones applicable dans tous les cas. Supposons. Même on a des données, 10 données ou bien 20 données. Non, supposons que par exemple les résultats techniques ne sont pas aussi précis que vous voulez. Vous voulez une meilleure les perspectives. Vous voulez de meilleurs résultats. Ça améliorer les résultats. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Un réseau de neurones profond. Oui. Un profond avec plusieurs couches. Et donc, je ne sais pas comment vous allez effectuer le changement avec le raisonnement. C'est pour les perspectives. Vous passez alors à ce moment-là, ça dépasse plus que 2 couches. Donc vous faites 3 couches ou 4 couches ou 5 couches. Et à ce moment, chaque fois, vous améliorez la précision. Mais il y a un défi. Si on augmente le nombre de couches, l'erreur elle augmente en même temps. Mais on a cherché de diminuer. C'est un travail lourd qui demande un outil à côté. Vous avez intervenu au niveau du programme pour injecter des trucs, etc. Donc vous voyez, c'est lourd comme... mais c'est mieux. C'est mieux, c'est sûr, parce qu'on parle de l'ADEC. Alors, je passe à une question suivante. La question techno-kentia, vous avez deux grandeurs thermophysiques que vous ciblez. Il y a d'un côté la conductivité thermique, qui est le transport de la chaleur. Il y a d'un point à un autre, à travers le fluide de base caloporteur, et de l'autre la viscosité. Alors, qui fait-il l'adéquation? Plus on injecte les particules, et plus le transport est meilleur. De l'autre côté, ça devient lourd. Oui. Donc, il faut même chier. Donc, alors qui fait le compromis entre la conductivité thermique et la viscosité? Est-ce que vous avez fait ça indépendamment de la viscosité ou vous avez tenu compte des deux? Non, indépendamment. Indépendamment. Oui, mais on peut prendre les deux termes en même temps à condition dans un intervalle de concentration, des petits intervalles de concentration. Non.
de petites. Oui, la viscosité, elle n'influe pas la conductivité thermique si on apprend à l'intervalle de petites concentrations. Alors, par exemple, vous avez fait les essais, elle a l'oxyde d'aluminium Oui. et de l'eau. Alors, quelle est la concentration que vous êtes sorti? Il y a une concentration, le pourcentage, avec le truc, le nanoparticule, avec la viscosité. Quels sont les deux qui concordent? Il y a le meilleur transfert peut-être. Ou la madretiche, je pense. Hein? On injecte, mais jusqu'à quand? Plus on injecte, plus c'est mieux. Mais à un certain moment, d'ailleurs les nanoparticules, là, il ne faut pas dépasser son écran. Elles sont nanomètres. Parce que, quand on dit, on est auditeur. Oui. Et là, ça devient un problème, c'est plus fluide. Donc c'est plus intéressant. Donc il faut que ça soit en suspension. Donc il faut que ça soit léger. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dépasser une certaine taille, car à un certain point. Au-delà, ça ne devient pas intéressant. Oui. Donc, mais la quantité qu'il faut, elle est belle à quel point. D'ailleurs, il y a quelque part, je ne sais pas, moi je l'ai lu, pour garder le fluide newtonien, tu me dis une définition, je pense qu'il y a une petite correction, je l'ai noté quelque part, où le taux de déformation, ou la viscosité évolue d'une manière linéaire. Parce que comment vous définissez qu'il y a un nano et un fluide newtonien? C'est quoi un fluide newtonien? C'est quoi? La relation entre le taux de déformation, ou le frottement, par rapport au taux de déformation, du, dy, c'est linéaire. Donc il passe par l'origine, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de déformation. Donc vous avez une droite. Si par exemple la relation le taux de déformation c'est quoi? Si la vitesse entre les différentes couches, le gradient de vitesse, la couche en contact d'un corps solide va avoir la vitesse 0, plus on s'éloigne, plus la vitesse augmente, donc tu as un gradient de vitesse par rapport à y. du dy en abscisse, en fonction de taux, le frottement avec la déformation, la relation est linéaire. La pente, il y a la viscosité, parce que tout c'est mu, du dy. Donc, il y a le texte, quelque part, que vous citez comme référence ou la haja, vous dites que la variation de la viscosité est linéaire. C'est pas la viscosité, c'est pas la relation, c'est pas la viscosité linéaire, c'est la déformation, enfin le frottement qui est linéaire. Oui, il y a beaucoup de questions que je laisserai pour les collègues, peut-être on interviendra s'il y a du temps. Donc le travail, j'ai trouvé qu'il est assez complet, comme l'a dit monsieur le professeur. Donc c'est un travail très intéressant, d'actualité, avec beaucoup de résultats. Donc avec un peu de trac, ça fait du bien, mais c'est bien quand même le truc. Pour moi, je suis très content que le travail est assez complet sur le plan théorique et numérique. Je tiens à vous féliciter pour avoir fourni tous ces efforts-là pour faire aboutir ce travail, parce que ce n'est pas évident qu'on aboutit au travail. La thèse est bien rédigée, avec les résultats que vous avez obtenus qui répondent suffisamment aux critères tels l'obtention du doctorat. Un grand mérite va bien sûr pour votre encadreur, professeur Hamza, bien connu, et pour cela je vous félicite encore une fois. Je remets la parole, monsieur le Président.